L'élection des députés aux États généraux eut lieu au début de l'année 1789. C'est une élection à 2 degrés. Dans un premier temps, les électeurs de chaque paroisse élisent des délégués, et ces délégués se rendent au bailliage où ils élisent les députés pour les États généraux. Tout homme âgé de plus de 25 ans qui est inscrit au rôle des impositions a le droit de vote, ce qui donne à peu près 6 millions d'électeurs. Beaucoup d'élus du tiers-État dans ces députés aux États généraux furent des hommes de loi, des avocats notamment. Ce sont des beaux parleurs habiles à convaincre les électeurs. D'autre part, beaucoup font partie de cercles de pensée, les salons, les cafés, les académies, mais aussi les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie. Et tous ceux qui font partie de ces cercles se connaissent et ils votent les uns pour les autres. Et ils sont en général adeptes des idées nouvelles, des idées philosophiques des Lumières. Dans les assemblées électorales, on rédige des cahiers de doléances. C'est un recueil des plaintes que l'on a à formuler. Et ces cahiers attestent une première chose, c'est la fidélité au roi et à la religion catholique. Contrairement aux idées reçues, la religion catholique se porte fort bien. Les livres de piété se vendent mieux, beaucoup mieux que les livres des philosophes des Lumières. Et on assiste également à un renouveau des vocations dans les ordres réguliers, c'est-à-dire les ordres monastiques principalement. Il y a tout de même des plaintes, ces cahiers sont là pour les recueillir. Et ces plaintes concernent principalement la fiscalité, il fallait s'y attendre. On se plaint de la taille qui pèse sur le monde rural et paysan, puisque les habitants des grandes villes, ainsi que la noblesse et le clergé, en sont exempts. Et on se plaint aussi de la gabelle. Il se trouve qu'il y a des pays de grandes gabelles et de petites gabelles. Ça n'est pas la même chose partout. Si bien qu'il y a bien sûr une contrebande entre les régions de grandes gabelles et de petites gabelles. Ce sont les fauçonniers qui font cette contrebande. Et ils sont poursuivis par les gabelous. Il y en a près de 3000, une véritable armée qui les pourchasse. Et on se plaint également des corporations qui s'appellent des jurandes, qui fixent les salaires, réglementent les horaires et les méthodes de travail. C'est une entrave à la liberté du travail. Telles sont les plaintes spontanées du peuple français, mais on remarque dans ces cahiers de doléances des plaintes qui sont introduites par les notables, et ceux qui s'appellent eux-mêmes les patriotes. Ces plaintes se dirigent par exemple contre la justice seigneuriale. C'est une justice en première instance, en réalité une justice de proximité dont les gens sont assez satisfaits. Mais elle déplaît aux hommes de loi, aux avocats, car cela leur enlève le pain de la bouche. Ils rêvent d'ailleurs de réécrire les lois à leur façon. Il y a aussi des demandes concernant la rédaction d'une constitution, avec notamment l'instauration d'une assemblée élue votant l'impôt. Le consentement à l'impôt, c'est l'un des fondements de toute constitution, c'est le fondement du régime parlementaire, no taxation without representation. Chacun des 3 ordres de la société, le clergé, la noblesse et le tiers-État, tient ses propres assemblées électorales et élit ses propres députés. Il y en aura donc un tiers qui seront du clergé, un tiers de la noblesse et un tiers du tiers-État. Mais le tiers-État, c'est presque tout le monde. Comme le dit l'abbé Sieyès dans sa célèbre brochure, qu'est-ce que le tiers-État? Dans la société, il est tout. Politiquement, il n'est rien. Que cherche-t-il à devenir? Quelque chose. Et en effet, les patriotes, c'est-à-dire les partisans des idées nouvelles, qui ne sont pas plus patriotes que tout le monde, c'est une appellation qu'ils se donnent, réclament le doublement du nombre de députés du tiers-État. Et par conséquent, ils demandent aussi des délibérations communes. Il était prévu que chaque ordre délibère séparément. On voterait à l'intérieur de chaque ordre, et chaque ordre aurait donc une voix. Il y aurait 3 voix en tout, finalement. On réclame par conséquent le doublement des voix du tiers. Le tiers-État aurait 2 voix, la noblesse 1 voix et le clergé 1 voix. Si on ne procède pas ainsi, cela ne servirait à rien de doubler le nombre de députés du tiers-État. Mais le Parlement s'opposa à cette modification. Le Parlement, c'est une cour de justice, il ne peut pas faire autrement que de demander qu'on s'en tienne à la procédure de 1614, puisque, rappelons-le, les États généraux n'ont pas été réunis depuis 1614. Il faut en profiter pour remarquer que ce que réclament les cahiers de doléances de 1789, c'est exactement la même chose, ou à peu de choses près ce que réclamaient ceux de 1614. On aurait peut-être mieux fait de répondre à ces questions à l'époque. Mais en s'opposant au doublement des voix du tiers-État, le Parlement perdit en un instant toute la popularité qu'il s'était acquise. Finalement, c'est à cause de son action que les États généraux vont être réunis. Et pendant la Révolution, il disparaîtra tout d'un coup sans laisser de traces. Mais le roi et Necker, pour leur part, acceptèrent le doublement du nombre de députés du tiers-État et donc le doublement des voix du tiers. Ces élections ne se déroulent pas dans la joie et la bonne humeur, elles se déroulent dans un climat très troublé. D'abord, les intempéries de l'hiver 1788-1789 ont en grande partie compromis les récoltes. Or, les élections des députés aux États généraux se produisent au moment de la soudure. C'est le moment où on a fini de consommer ce qui a été récolté l'année d'avant et où on n'a pas encore engrangé la récolte suivante. Et le prix du pain a augmenté de moitié, c'est-à-dire qu'il est passé de 100 à 150. Et de manière plus générale, à cause de la prospérité du XVIIIe siècle, la population a augmenté. Elle atteint environ 28 millions d'habitants. Mais l'étendue des terres cultivables, elle, n'a pas changé.
Si bien que le prix des terres et des fermages a augmenté, d'autant plus que les bourgeois des villes, pour investir l'argent qu'ils ont gagné, achètent eux-mêmes des terres, cela fait monter les prix. Si bien que de nombreux enfants de paysans ne trouvent pas de terre à cultiver pour s'établir. Et beaucoup s'exilent vers les villes pour travailler dans les manufactures, c'est ce qu'on appelle l'exode rural. On est à la veille de la révolution industrielle qui a déjà commencé en Angleterre. Or, justement, en 1786, un traité de commerce a permis aux marchandises anglaises d'entrer en France, ce qui fait une concurrence aux industries françaises. La crise agricole débouche ainsi sur une crise industrielle, qui fait que certaines manufactures ferment leurs portes, définitivement ou momentanément, licencient des ouvriers ou baissent les salaires. Il y a donc dans les villes des émeutes à cause du prix du pain. Il y en eut à Marseille les 22 et 24 mars, à Aix-en-Provence le 25 mars, à Besançon en avril, à Amiens le 29 avril, à Dax, à Meaux, à Pontoise, à Montlhéry, à Jouy-en-Josas, à Rambouillet, un peu partout. Il y eut notamment les 27 et 28 avril le pillage de la manufacture Réveillon, qui est une manufacture de papier peint qui se trouve à Paris. Ce pillage ne fut pas l'œuvre des ouvriers, d'ailleurs Réveillon payait en partie ses ouvriers même quand ils étaient au chômage, en attendant que le travail reprenne. Ce fut le fait d'agitateurs, et d'agitateurs qui n'agissaient pas nécessairement de leur propre chef. La mise à sac de la manufacture Réveillon fut réprimée, il y eut 200 morts et 300 blessés. Et quelques jours plus tard se produisit un événement intéressant. 500 hommes attaquèrent la prison de Bicêtre. Que cherchaient-ils donc à Bicêtre? Certainement pas du pain, ni des armes. Ils cherchaient tout simplement à libérer des bandits qui plus tard feront partie des sans-culottes, et dont on aura besoin pour les coups de main. Tout cela fait qu'à Paris, les élections eurent lieu au tout dernier moment, la veille même de la réunion des États généraux. Et à cette époque, il y a aussi des campagnes de calomnie qui se déchaînent, notamment contre la reine Marie-Antoinette de Habsbourg. On l'appelle l'Autrichienne et on répand toutes sortes de caricatures contre elle-même et contre le roi. Et on instrumentalise contre la reine l'affaire du collier, qui est une affaire d'escroquerie dans laquelle la reine est parfaitement innocente. On voit donc qu'il y a des forces de subversion qui sont à l'œuvre. Et d'ailleurs, au moment du verdict dans cette affaire du collier, un futur député aux États généraux et futur révolutionnaire, Fréteau de Saint-Just, s'écria « Quel triomphe pour les idées de liberté !» Voilà une déclaration de bien mauvais augure. En effet, c'est la vérité qui rend libre en principe, et non pas le mensonge.